J'invite Cécile Michaud, Audrey Michaelian, de nouveau, le retour, et Roberto Vargiolou à me rejoindre sur les fauteuils pour la deuxième table ronde de cette journée. Il n'y a pas de plan de table, asseyez-vous là où vous le... Allez, Roberto entre vous, qui arrive. Et Audrey qui nous rejoint. Alors Cécile Michaud, vous êtes journaliste scientifique et formatrice en média training, hein, c'est-à-dire que vous entraînez des chercheurs, des scientifiques à répondre à une interview dans les médias. Vous êtes fondatrice de la société Science et Partage. Audrey Michaelian, qu'on ne présente plus, qui est journaliste et qui est aussi formatrice en média training, mais là du côté... comment répondre à une interview télévisée. Et puis au centre, Roberto Vargiolou, ingénieur de recherche au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes. Ça dépend du CNRS, de l'École centrale de Lyon et de l'ENISE. Alors, vous êtes chercheur, on l'a compris, mais vous êtes aussi un chercheur qui accepte de répondre volontiers aux médias. J'ai eu, moi-même, c'est une coïncidence, l'occasion de vous interviewer sur différents médias. Et visiblement, vous y prenez un certain plaisir. Alors, c'est vrai que j'y prends un certain plaisir, et c'est vrai qu'il faut du plaisir pour effectivement répondre aux journalistes, aux médias, mais surtout, le plaisir que j'ai avant tout, c'est de parler de tribologie, parce que... Alors, il faut peut-être préciser ce qu'est la tribologie. Voilà, Premier exercice de vulgarisation, on va vous tester sur pièce. Je ne sais pas qui dans la salle connaît la définition de la tribologie. Si vous la connaissez, c'est qu'effectivement, j'ai bien fait mon job, effectivement, en parlant aux médias. La tribologie, c'est la science du frottement et de l'usure. Voilà, c'est une science qui est peu connue. Pourtant, il se trouve qu'autour de vous, dans la vie de tous les jours, vous avez à faire des phénomènes tribologiques. Quand on fait du ski, on fait de la tribologie sans en avoir envie. Voilà, quand vous appliquez une crème sur la peau, il y a de la tribologie. Quand vous faites du lissage pour les cheveux, il y a de la tribologie. Quand vous allez dans un musée, vous allez observer des objets archéologiques avec des traces d'usure, c'est de la tribologie. Voilà, donc finalement, on s'aperçoit que la tribologie, il y en a un petit peu dans la vie de tous les jours. Voilà. Et le rôle, effectivement, c'est de cette envie de communiquer à travers les médias, mais aussi pour le grand public, puisqu'il y a aussi un parallèle entre la communication avec les médias, mais aussi avec le grand public, c'est-à-dire faire des actions pour les enfants, pour le grand public, c'est de communiquer effectivement la science que l'on fait et donner les bons mots et donner aussi la bonne démarche. On parlait tout à l'heure d'expérimentation pour apprendre justement aux jeunes à faire de la science. Voilà, c'est donner un petit peu tous ces leviers pour donner le goût des sciences. Voilà, c'est mon objectif. Cécile Michaud, alors en quoi consiste? Donnez-nous un aperçu de ces formations que vous dispensez. Déjà, qui vient et puis qu'est-ce qu'on y fait? Alors, ce sont essentiellement des formations pour des scientifiques au sens large, jusqu'à des historiens, etc. Donc, chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants, beaucoup de doctorants. Il y a aussi parfois des chargés de communication qui viennent. Alors le but, déjà, je voudrais préciser, c'est surtout pas de participer à une communication standardisée. C'est surtout pas de leur dire quoi dire. C'est de les aider plutôt à bien dire ce qu'ils ont envie de dire aux médias. C'est-à-dire que vous attachez à la forme, mais pas au fond, c'est ça? Je m'attache un petit peu au fond quand même, au sens, par exemple, de les aider à élaguer. Souvent, le problème des chercheurs, c'est qu'ils veulent absolument tout dire, nous retracer toute l'histoire de leur recherche. Or, les médias, nous, on est dans des formats parfois très brefs. J'ai entendu une fois un chercheur dire on m'a demandé d'expliquer la découverte du boson de Higgs en 20 secondes. Enfin, non, un journaliste qui devait faire ça, pardon. Et voilà, à partir du moment où le journal impose ça, moi, je travaille plutôt dans l'écrit. Si on me demande une demi-page, je ne peux pas faire 4 pages. Donc, je suis obligée d'aller vers le court. Et il faut aussi apprendre aux chercheurs à faire des choses courtes. Par contre, ce n'est pas moi qui leur dirais « vous dites ça parce que c'est important, vous dites pas ça parce que c'est secondaire ». Mais je leur dis « choisissez dans tout ce que vous voulez dire ce qui est le plus important et restez sur cet aspect-là ». Audrey Michaelian, c'est encore plus vrai pour les formats télé, où vraiment, parfois, on garde effectivement 20 secondes. On va interviewer un chercheur, on l'interviewe pendant une demi-heure et à la fin, on garde 20 secondes pour le reportage, parfois un peu plus quand même. Ouais, heureusement. Quand vous donnez cette règle du jeu, les scientifiques sont-ils prêts à l'entendre ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'on leur demande l'impossible? Il y a une différence de temporalité qui est extraordinaire entre les journalistes et les scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques, ils ont travaillé, disons, au moins 3 ans sur le sujet, le temps d'une thèse, parfois à 30 ans, et on leur demande de résumer ça en 45 secondes. Alors, forcément,
passer 30 ans en 45 secondes, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, cette différence-là, qui est en réalité un abîme entre leur métier et le nôtre, elle se retrouve à tous les niveaux. C'est ce que je disais très simplement tout à l'heure en disant il faut se remettre au niveau de 6e. Et ben en 45 secondes, on se remet forcément au niveau de 6e. Parce qu'on ne peut pas résumer une thèse en 45 secondes. Alors je sais qu'il y a ma thèse en 180 secondes, mais ils en ont au moins 180. Oui, c'est ça. C'est déjà plus. C'est déjà plus du double. Et ça, ça a des conséquences en réalité sur tout le reste, sur toute la communication, sur la façon de parler, sur la façon de présenter ses recherches. C'est une des grandes... je dirais, un des grands zones de friction de nos deux métiers. Roberto Varghelou, vous avez participé à 2 formations. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ces formations de média training auxquelles vous avez participé? Alors effectivement, j'ai participé à 2 formations. Donc pour l'intitulé de la première, je crois que c'était comment parler aux journalistes, et puis la deuxième, c'était avec toi. Ouais. Avec gentillesse, bien sûr. Et qu'apportaient ces formations? Déjà, d'être en contact avec les journalistes, à savoir un petit peu je veux dire, quel type d'argumentaire, effectivement, avoir face à un journaliste, quoi dire, quoi ne pas dire, finalement, aussi. Prendre le temps de réfléchir lorsqu'on va poser une question, c'est-à-dire le journaliste va arriver, va vous poser la question, pas répondre de but en blanc, effectivement, mais d'avoir effectivement un petit temps de pause et puis effectivement de réfléchir effectivement à la réponse que l'on va apporter. Donc ça j'aurais tendance à dire ça c'est la théorie. Lors de la formation, effectivement, on suit tout ça et puis on écoute tout ça. Après, la pratique est assez différente, mais malgré tout, c'est important pour nous puisque effectivement ça va nous permettre d'avoir davantage confiance lorsqu'on va être confronté finalement aux questions des journalistes et de mieux appréhender effectivement les questions des journalistes. Alors, parfois, effectivement, les questions sont un petit peu, je veux dire, aussi, par rapport à nos sujets, complètement à l'opposé, finalement, de ce à quoi on peut répondre, puisque soit c'est pas, effectivement, notre activité de recherche, soit c'est une question qui est complètement à côté de la plaque, parce que c'est pas une activité sur laquelle, effectivement, on peut avoir de réponse. Mais ce type de formation, ça va nous permettre justement de recentrer un petit peu finalement la question du journaliste, d'apporter malgré tout une réponse et d'une réponse qui aura été, je veux dire, recalibrée par nous par rapport effectivement à ce que l'on fait réellement dans notre activité de recherche. Donc savoir dire non à un journaliste qui pose une question qui n'a rien à voir avec son domaine, lui dire là-dessus je ne vous réponds pas. C'est fondamental, oui. Et savoir recalibrer, c'est-à-dire qu'à une mauvaise question peut venir une bonne réponse. C'est un peu ce que vous nous dites. Même si le journaliste est mauvais, ça n'empêche pas d'être bon. Ne pas dire finalement, mais c'est quoi cette question? Mais c'est effectivement de rejauger la question pour apporter un élément de réponse, malgré tout. Audrey? Ce qui est important, en tout cas en film, c'est pas les questions. D'ailleurs, on ne les diffuse pas les questions, c'est les réponses. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je déroche les images, je retire tout ce que je comprends pas et je garde tout ce qui est bien. Si Roberto il m'a dit un truc que je lui ai pas demandé mais que c'est bien, j'ai aucune raison de pas le garder, quoi. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et du coup, à aucun moment, en réalité, la question du journaliste n'a de l'importance. Ce qui est important, c'est votre réponse. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'autre conférence... travailler ces questions quand même quand on est journaliste. Évidemment, on ne peut pas répondre n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, tout à l'heure, à la première conférence, tu n'avais pas du tout envie d'aller sur la question humaine, que moi j'avais envie d'en parler. Du coup, j'ai dit, attends, je vais dire un truc, et j'ai rajouté. Et du coup, le message est passé, et en fait, tout le monde s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ta question était très bien, mais sur autre chose, et moi j'ai répondu ce que moi j'avais envie de répondre, parce que c'est ça que j'avais envie de dire. Sauf que ça n'a choqué personne. Personne n'est obligé dans la vie de répondre à des questions. Je veux dire, quand les journalistes vous posent une question, c'est pas la Gestapo. Oui. Sincèrement, quoi. Vous avez le droit de répondre ce que vous avez envie de dire. Ouais. Ça d'ailleurs, les politiques l'ont bien compris. Mais les politiques l'ont très bien compris. Alors, les politiques, ils font un truc qui est vachement plus tordu en général. Ils répondent pas du tout à la question et ils se débrouillent à la fin de la réponse pour mettre un mot de ta question dans la réponse. Comme ça, tu as l'impression qu'ils t'ont répondu. Mais en fait, non. Ouais. Ils font ça très bien. C'est vrai qu'il y a parfois une dissymétrie, c'est-à-dire que le chercheur peut parfois se placer dans la position de l'élève qui répond à un prof qui lui pose des questions. Or, une interview, c'est pas ça, c'est vraiment une discussion entre deux personnes, entre deux humains, qui ont le même but, le but, c'est de faire un bon article. Ouais. Et si le courant passe, et ben souvent, ce sera un bon article.
Et ça passera d'autant plus qu'il y a une confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai lu un livre, par exemple, sur le media training que je trouve horrible parce qu'il dit que c'est un duel entre le journaliste et le chercheur, enfin, et la personne interviewée. Et c'est pas ça du tout. Notre but, c'est pas de vous piéger. Et c'est vrai qu'on passe une partie, souvent, des formations à rassurer le chercheur sur le fait que voilà, notre but est pas d'aller écrire n'importe quoi. Que les rares fois où peut-être on peut écrire n'importe quoi, c'est une question d'incompréhension et non pas de volonté d'écrire n'importe quoi. Et que donc plus ils seront clairs et plus nous, on aura travaillé notre truc, et meilleur sera l'article. Alors ça, c'est intéressant. Faites-nous un peu le package, le top 5 des craintes des chercheurs que vous avez en formation. Qu'est-ce qu'ils craignent à aller être interviewés par un journaliste? Ils craignent essentiellement deux choses. Ils craignent, enfin en presse écrite en tout cas, tu diras de ton côté, ils craignent que leurs propos soient déformés. Et c'est vrai que nous, comme on ne reprend pas les phrases telles quelles, parce que dans le langage, il y a plein de scories, donc on réécrit des petits bouts. Et ils craignent le regard des autres chercheurs, le regard de leurs pairs. Ça, c'est une crainte énorme. Or, quand on s'adresse à un public, donc via le journaliste, en fait, on s'adresse au grand public, il faut avoir ce public-là en tête. Il faut vraiment s'adresser à lui. Et si on a ses pairs, PAIRS, en tête, eh ben, on s'adressera aux pairs avec un vocabulaire qui s'adresse aux pairs. Donc, en fait, quand on répond aux journalistes, il faut oublier ses collègues, mais alors totalement. Ça, c'est une grosse difficulté, Audrey Michaëlian, un journaliste... C'est le principe même, alors vous savez pour le coup beaucoup mieux que moi, du fonctionnement de la science, qui est la validation par les pairs. Du coup, le regard de l'autre a beaucoup d'importance. Sauf qu'au moment où le scientifique répond une question au journaliste, ce n'est pas à ses pairs qui s'adresse. C'est, en l'occurrence, si je fais un sujet pour, je sais pas, E égale M6, aux 3,5 millions de gens qui vont regarder E égale M6. Et que je représente à ce moment-là. Et ces 3,5 millions de gens, on en parlait tout à l'heure, ils n'ont pas le niveau de science des pairs, ils ont le niveau de 6e, en gros, à la louche. Et bien définir son public et savoir à qui on parle en communication, c'est quand même une clé très importante. Roberto, vous, dans votre laboratoire, quand vous avez répondu à une interview, alors vous êtes déjà passé à E égale M6, vous êtes déjà passé sur France Inter, vous êtes déjà passé dans Les Cobayes ou... Non, jamais Les Cobayes. Non, vous avez refusé l'invitation pour Les Cobayes. Ça a toujours été des sujets un petit peu auxquels on n'avait pas la réponse. Par exemple, comment descendre. À un moment donné, c'était s'échapper d'une prison avec un drap, en faisant des nœuds, enfin voilà, ce genre de trucs. Vous vous êtes senti pas forcément compétent dans le domaine. Là, pour le coup, on a dit non, effectivement, puisque c'est pas le genre de choses qui, même si c'était une très belle émission, hein, effectivement, avec une belle audience. Non, c'était effectivement, c'était pas un sujet auquel on pouvait apporter une réponse. Et d'ailleurs, il n'y avait aucun élément de nos travaux de recherche qui pouvait apporter cet élément de réponse. Mais là, ça, c'était peut-être lié aussi à un mauvais aiguillage du niveau supérieur qui a indiqué ah bah tiens, peut-être lui, il peut répondre à ça. Sauf qu'effectivement, j'avais aucun élément de réponse par rapport à ça. Ma question, c'était une fois que vous êtes passé dans ces médias, est-ce que vous avez quelles sont les réactions de vos collègues, de vos pairs, PAIRS, suite à votre passage? Des critiques, c'est plutôt bien vu? Comment ça se passe dans le labo quand on revient? Alors, comment dire, il y a plusieurs catégories. Il n'y a aucune réaction. C'est-à-dire vous pouvez passer sur un média, faire la une de quelque chose, etc. Média télé, aucune réaction le lendemain. Donc ça, c'est normal, hein, c'est la politique. Il peut y avoir un message de soutien d'une personne, mais généralement, non, il ne se passe pas grand-chose. Après, il y a peut-être un ou deux collègues qui vont dire « Ah bah tiens, je t'ai vu à la télé, c'était super, etc. » Voilà. Pas de critique, non, jamais de critique. Tu as trop simplifié. Non, jamais de critique en face à face. Ah oui, voilà. D'accord. La critique, elle peut venir par derrière, mais jamais de critique en face à face. Après, comment percevoir ça? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a souvent, soit on a vraiment dit une grosse connerie, mais c'est assez... je veux dire, ça devient de plus en plus difficile de dire une grosse bêtise parce que soit on se reprend, soit effectivement... on est assez quand même spécialiste dans le domaine et puis moi je suis dans un domaine qui est très spécifique, donc effectivement c'est vraiment une activité qui nous est assez propre dans notre laboratoire, hein, de la tribologie effectivement par rapport à nos sujets de recherche, bon, c'est pas commun.
Soit effectivement la personne qui va critiquer, ou le collègue qui va critiquer, effectivement, peut-être elle avait aussi envie de passer soit à la télé, soit à la radio, soit voilà, c'est une frustration qui peut s'installer. Mais par contre, ce qui est important aussi, c'est de se dire que moi, dans mon métier aussi, j'ai une autre casquette, c'est-à-dire de faire de la diffusion pour le grand public. Et souvent, ceux qui passent, en tout cas chez nous, sur les médias, vont aussi faire de la diffusion grand public, et ceux qui ne le font pas, ceux qui ne font pas de diffusion grand public, par exemple pour la fête de la science, etc. C'est ça. Quand vous dites c'est des événements là, pas forcément médiatiques, mais où on est face au grand public pour vulgariser. On va faire de la pédagogie. Et tout à l'heure, Audrey, tu parlais de niveau de 6e. Bah, effectivement, quand on veut faire de la pédagogie pour du grand public, bah, il faut s'adresser à des petits enfants de 5 ans, à des grands-parents de 70 ans, à toute une famille. Et donc là, il va falloir trouver les bons mots, les mots justes. C'est un petit peu, effectivement, comme faire un petit peu de vulgarisation. C'est de la vulgarisation. De la vulgarisation pour le grand public ou de la vulgarisation pour répondre à un journaliste. Pour moi, j'aurais tendance à dire c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où on nous demande de réduire les choses et de répondre sur des choses très courtes, il faut vulgariser. Donc cet exercice-là, il sert effectivement. Il est à double tranchant, à la fois pour le grand public et à la fois pour répondre aux journalistes. Et souvent, effectivement, les personnes qui critiquent un petit peu ce genre de démarche, c'est ceux qui ne font ni de vulgarisation grand public, ni qui n'ont envie, j'aurais tendance à dire, de répondre à des journalistes. Alors, Cécile Michaud et Audrey Michaëlian, donnez-nous un peu les conseils clés, les erreurs courantes à ne pas faire quand on est scientifique et qu'on est interviewé dans les médias, et les conseils que vous donnez lors de vos formations. Alors les conseils, déjà c'est de préparer. Donc préparer, ça veut dire quel est le message que moi, scientifique, je veux faire passer auprès du public. Ce message-là, je définis. Il faut aussi travailler un petit peu sur le vocabulaire, notamment l'élimination du jargon. Alors il y a des jargons qui sont assez simples à voir, les mots compliqués qui ne sont même pas dans le dico, ça va. Le plus compliqué, c'est les mots qui en science ont un sens différent du grand public. Mon mot préféré là-dessus, c'est modèle. Parce que vous utilisez tous. Voilà, on a construit un modèle sauf que modèle, pour le grand public, ça ne veut rien dire. Donc, soit vous utilisez ce mot-là, mais vous l'expliquez, soit vous ne l'utilisez pas. Le plus simple, souvent, c'est de ne pas l'utiliser. Autre conseil... c'est déjà de prendre conscience, parce qu'effectivement, mais donc, il faut en prendre quand on conscience. est dans ce milieu-là, il y a des mots qui sont vraiment devenus courants. Autre conseil, c'est d'expliquer pourquoi c'est intéressant. C'est-à-dire que souvent, vous aurez envie de rentrer dans les détails de la découverte ou de ce que vous avez fait. Et les détails, en fait, le public, il s'en fiche. Par contre, il a envie que vous lui expliquiez pourquoi c'est important, pourquoi vous bossez là-dessus. Et vous bossez là-dessus depuis tellement longtemps que c'est intégré, que vous oubliez de le raconter. Autre conseil, c'est souvent éviter de partir dans des choses assez abstraites. Par contre, les exemples, les choses concrètes, ça parle tout de suite aux gens. Vraiment partir de ce qu'ils connaissent. Et après, on peut aller vers des choses qu'ils ne connaissent pas. Donner des ordres de grandeur aussi, c'est une chose... Les ordres de grandeur, oui. C'est-à-dire que si vous parlez d'une grande surface, vous ne parlez pas en hectares, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sait ce que c'est un hectare. Donc, vous parlez en terrain de foot. Et puis, si vous parlez d'un volume, vous parlez de dés à coudre ou de piscine olympique. Mais vous ne parlez pas en mètres cubes, parce que les gens, ils ne savent pas trop ce que c'est un mètre cube. Alors encore plus dans les sciences du très grand ou du très petit, il faut donner des comparaisons. Il y a plein de comparaisons sympas, rigolotes. En plus, ça permet d'ajouter un petit côté humour, parce qu'il ne faut pas oublier aussi de faire passer des émotions. Oui. Si vous essayez de faire passer juste de la science pure et dure, du résultat, vous larguerez les gens, non pas par la complexité forcément, mais parce que ça ne les intéresse pas forcément à la base. Alors que si vous racontez vos enthousiasmes, comment vous avez fait, et puis parfois la manière aussi dont vous tirez la bourre entre différentes équipes, ça peut être rigolo à raconter. Enfin, si vous racontez une histoire, ça intéressera même les gens qui à la base ne s'intéressent pas aux sciences. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose... On peut s'en rendre compte quand on rencontre un scientifique. Souvent, le discours, alors c'est pas vrai pour tout le monde, mais souvent le discours au micro ou en caméra est beaucoup plus guindé, beaucoup plus froid. Et toute l'émotion, l'œil qui s'allume, qui pétille avec le bonheur de la découverte, la déception d'une erreur, les rebondissements, on y a droit une fois que tout est éteint. Voilà, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas ça qui est important. Ouais. Or si, c'est important aussi. Et souvent parler aussi de
de ces émotions-là, ça permet de raconter la démarche scientifique, ce qui est quand même super important. C'est-à-dire de raconter, on était assez découragés parce que ça faisait quand même 2 ans qu'on bossait dessus, on n'avait rien. Puis tout à coup, il y a le postdoc, là, il était resté jusqu'à 8h du soir, puis il a vu un pic assez formidable, alors il m'a appelé. Tout ce genre de choses à raconter, vous pouvez vous dire au départ, ça ne sert à rien. Et en fait, vous apportez plein d'informations scientifiques, mais aussi plein d'informations sur la manière dont se déroule la recherche. Et c'est ça qui intéresse aussi les gens. Puis vous racontez une histoire, donc on a envie d'écouter. Voilà. Audrey ? Non, moi je voulais juste dire que on pourrait se poser la question de pourquoi les scientifiques doivent se préparer aux médias. Moi j'ai l'impression que, exactement comme moi en tant que journaliste scientifique, j'ai des cours de sciences pour pouvoir parler aux scientifiques. Il me semble assez logique que de l'autre côté, de la même façon, les scientifiques ils soient formés à parler aux médias pour avoir les clés et pour avoir l'impression de subir. Moi j'ai souvent l'impression qu'ils ont l'impression de subir les interviews. Le média training, ça sert juste à ça. Ça sert finalement à rapprocher les deux mondes, et malgré les différences de monde dans lesquelles on parlait tout à l'heure de temporalité, mais effectivement aussi de vocabulaire, c'est un vrai souci. Il y a une autre différence qui est très compliquée, il faut se décentrer pour y répondre, c'est que les scientifiques, j'ai l'impression que votre métier à vous, c'est de répondre à la question comment. C'est globalement de ce que je comprends de la science. Notre métier à nous, c'est de répondre à la question pourquoi. C'est pourquoi on fait ça, à quoi ça peut servir, qu'est-ce que ça nous apprend, en quoi ça fait avancer le monde, quelles questions ça pose. C'est de remettre en question aussi les choses. Et cette différence de regard sur le monde, c'est pareil, elle est assez difficile à combler, elle ne peut se faire que si on se parle. Et pour se parler, c'est vachement plus simple si on a un langage commun, enfin au moins des codes un petit peu communs. Personne ne naît grand vulgarisateur. Les grands vulgarisateurs, ils ont commencé en se plantant, en faisant des confs où ils n'étaient pas forcément bons. Et puis, par contre, petit à petit, ils apprennent, ils repèrent ce qui marche pas. Voilà, bien parler et parler aux médias aussi, ça s'apprend. Il doit y avoir des prédispositions quand même. Il y en a certains, oui, on a l'impression. Il y en a, mais par exemple, j'avais discuté avec Cédric Villani, il m'a raconté que la première interview qu'il a faite, il s'est totalement planté. C'est-à-dire qu'il est parti dans un niveau très haut. Le journaliste n'a pas osé lui dire qu'il comprenait rien, mais il a quand même rien compris, donc il a mis n'importe quoi dans son article. Sauf que après, Cédric Villani, il était dans un endroit où il m'a dit qu'il était très bienveillant pour la vulgarisation, c'était normal de vulgariser, donc ils lui ont dit tu t'es planté, c'est pas grave, va te former. Et puis il a appris en faisant énormément aussi. Mais il avait cette envie, de progresser. Moi, je crois que c'est comme tout, tout s'apprend. Il y a des trucs où on est plus ou moins bon, plus ou moins doué, machin, mais ça n'empêche que tout s'apprend. Enfin, c'est pas... les scientifiques, encore faut-il avoir envie d'apprendre. Exactement. Il y a un truc, par contre, qu'on ne peut pas apprendre, et ça, c'est un peu compliqué, c'est que vulgariser, répondre à une interview, c'est partager. Et partager, par définition, ça demande une forme de générosité. Du coup, les gens qui ont envie, même si ils sont pas très bons, même si c'est pas très au point, n'empêche qu'on sent la générosité et que c'est déjà partager de la science. Ceux qui n'ont pas envie, ils ont pas avoir le vocabulaire, on n'a pas très envie de les écouter, en fait. Du coup, ce truc-là, ça prend pas. C'est l'envie, et l'envie, c'est plus compliqué. Mais si déjà il y a cette idée de générosité, il y a déjà un début qui passe. Ne serait-ce que cette émotion-là, elle passe, et s'il y a une émotion qui passe, il y a déjà un truc qui passe. Roberto Varghelou, faites-nous aussi, là on a un peu dit ce qu'il fallait chez un scientifique pour être bien dans une interview, mais vous qui avez été interviewé par plusieurs journalistes, dites-nous aussi côté scientifique. Quand même. Vous en avez quand même un peu, j'en ai cité quelques-unes, mais vous avez aussi interviewé pour la presse écrite, pour des médias locaux. Il y a forcément dans le tas des fois où ça s'est mieux passé que d'autres. Alors c'est quoi le bon journaliste, c'est quoi le journaliste qu'il faut fuir ? Fuir, j'irai pas. Voilà, donc comme ça vous pouvez donner des exemples, ça va être sympa. Pas jusque-là. Il peut y avoir des expériences plus difficiles. C'est comme un accouchement finalement. Pour moi, bien sûr. On était sur l'échange, la générosité, là c'est déjà un peu plus au forceps. Ça peut être difficile parfois, et on se dit à la fin, quand le journaliste s'en va, on se dit waouh, celui-là il n'était pas facile. Hein. Et souvent, pourquoi ? Parce qu'on va comparer, puisque effectivement l'expérience va faire qu'on a eu affaire à différents journalistes, et on va comparer, on va dire tiens, celui-là il est coincé, ou je sais pas quoi, il a vachement préparé son truc, c'est tac tac tac, et du coup nous ça nous stresse. Et du coup, comme on est stressé, effectivement, on va avoir des réponses, je veux dire, pas forcément trop carrées, et on va pas être dans la détente. Et on va avoir, ça va se ressentir forcément dans le retour. Donc j'aurais tendance à dire, il y a celui qui
qui prépare trop peut-être son interview, trop son tournage, tout séquencé, donc puisque après on a plutôt l'impression d'être juste un porteur d'image et finalement là-dedans sert à quoi? Donc on peut se poser cette question. Le discours est presque écrit à l'avance. Voilà, Il faut dire, réciter son on est là texte. pour apporter une image, et là effectivement, donc du coup nous, de par ce fait, on va prendre du recul et là on va se mettre effectivement un peu plus en arrière. Et puis, il y a ceux qui préparent pas assez aussi. Là, vous avez donné l'exemple. Non, alors ça, non, j'ai pas d'exemple. Non, ceux qui ne préparent pas assez. bah, après, c'est dans la convivialité, donc c'est assez cool, donc c'est bien. Mhm. Nous, on est très cool, donc non, si c'est mal préparé, non, ceux qui préparent pas assez, c'est toujours préparé, mais pas préparé assez. Bon, effectivement, ça peut arriver, mais généralement, après, ça c'est le résultat du journaliste. C'est le journaliste qui va en subir les conséquences, puisque son travail va être bâclé. Et ça, c'est un autre problème. Ouais. Allez, dernière question, et puis après on prendra des questions dans la salle. Est-ce que les scientifiques ont toujours conscience de l'intérêt à passer dans les médias? Parce qu'on voit, hein, ils ont des craintes, vous essayez à la fois de leur dire comment se comporter pour que ça se passe mieux ou bien, et puis aussi de leur dire que certaines craintes ne sont pas justifiées. Mais est-ce qu'aussi ils voient les bénéfices qu'ils peuvent en tirer? Alors, je pense qu'ils sont conscients de l'importance des médias d'une manière générale pour la science, pas forcément de l'intérêt pour eux de passer dans les médias. Et souvent, je dirais qu'ils ont tendance à surestimer largement les risques de passer dans les médias. Oh là là, si je dis un mot de travers, ça va briser ma carrière. J'exagère, mais c'est pas loin de ça. Et à largement sous-estimer l'intérêt, à la fois pour leur discipline, pour leur laboratoire et pour eux, parce que les autres chercheurs, les industriels, les chercheurs d'autres disciplines, etc., ils lisent aussi la presse, ils regardent la télé, et on voit bien que les chercheurs médiatiques, ils sont plus sollicités que les autres dans plein de choses. Hein. Et en plus, vous êtes des passionnés de votre discipline, donc a priori, vous avez envie quand même que les gens comprennent, connaissent votre discipline. D'autant plus, pour revenir sur le thème de la journée, sur les sujets un peu polémiques, on va dire, où vous avez envie que les gens n'y croient pas n'importe quoi. Et là, l'aspect positif, c'est que c'est vous qui pouvez venir rétablir les choses. Si vous refusez d'aller dans les médias, ce sera d'autres qui viendront, peut-être moins pertinents, voire pas pertinent du tout. Parce qu'un journaliste qui veut faire un papier ou qui veut faire une émission sur un sujet donné, il la fera. Avec vous, qui êtes le spécialiste, ou sans vous, avec des non-spécialistes ou des pseudo-spécialistes. Roberto, vous voulez... Alors, nous, par rapport effectivement, comme disait Audrey à juste titre, ce que ça apporte à notre labo, alors j'aurais tendance à dire indirectement, ça nous apporte une visibilité, parce qu'effectivement, quand il y a un article qui est publié, il est lu par tout un tas de personnes, publié ou vu en télé. Et dans ces personnes, il y a, puisque nous on travaille pour le milieu de l'industrie, donc on va développer des projets de recherche, soit avec des industriels, soit avec des collègues chercheurs, ça va nous apporter parfois des collaborations, soit industrielles, donc des contrats, ça veut dire donc des rentrées financières, puisque effectivement, il y a un moment donné, un industriel qui mangeait ses pâtes devant la télé, il était en train de se poser des questions pour son activité de recherche, pour développer quelque chose, et il s'est dit, tiens, c'est exactement ce que j'ai envie de développer. Et donc ça peut effectivement nous apporter des retours, ça a été le cas dans différents domaines, notamment une fois quand on avait développé une activité sur un dispositif pour mesurer le toucher des matériaux. Voilà, on a eu pas mal de retours d'industriels, justement, qui voulaient travailler sur le dispositif qu'on avait développé. Donc ça, c'est un retour très positif. Après, en termes de retour au labo, aujourd'hui, de plus en plus, maintenant, quand on fait des projets de recherche de type ANR ou quand les laboratoires sont évalués, il y a une petite case et qui est de plus en plus importante, c'est diffusion auprès du grand public ou diffusion auprès des médias. Et cette case, elle prend de plus en plus d'importance, même sur les projets de type, les demandes de projets de type ANR, on va mettre effectivement le nombre d'articles, médias, télé, etc. Ou quand le laboratoire est aussi audité, puisqu'il est audité tous les 5 ans, il y a aussi une petite case qui est réservée. Alors bien sûr, il y a toute la liste des articles scientifiques, les publications, etc., où ça a son importance qui va prédominer. Mais il y a aussi cette petite case qui est de plus en plus regardée par
ceux qui vont auditer effectivement le laboratoire. Ouais. Il faut aussi aller les chercher parfois, les médias, c'est-à-dire que surtout vous êtes, vous le disiez, hein, sur un domaine pas forcément grand public, dont l'actualité ne défraie pas la chronique perpétuellement. Pourtant, vous avez été plusieurs fois interviewé. Est-ce que c'est vous qui êtes allé Ouais, alors c'est vrai que la tribologie, ça n'intéresse pas grand monde. Par contre, alors tribologie, c'est la science du frottement et de l'usure. Bon, c'est pas très sexy. Par contre, on peut essayer de la rendre sexy. Et c'est aussi, alors, pourquoi la rendre sexy? Déjà, nous, c'est des sciences dures. 90% de garçons, 10% de filles, pareil. Donc, il faut la rendre sexy aussi pour attirer des jeunes filles dans nos laboratoires ou à l'école centrale de Lyon. Mais il faut la rendre sexy aussi pour la rendre, je dirais, audible par le grand public. Et pour la rendre audible par le grand public, il faut attirer les journalistes. Oui. Mais donc très concrètement, comment vous y prenez? Vous cherchez à trouver des problématiques plus grand public autour de vos recherches? Vous envoyez des communiqués de presse? Vous faites des petits appels du pied aux médias? Oui, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, la tribologie, ça n'intéresse personne. Sauf si on on a compris que c'est votre drame. Mais je voulais savoir le sujet comment vous en dépatrouillez. Par contre, effectivement, le vendre, c'est juste garder le sujet de recherche qui est réalisé, mais le rendre plus sexy, c'est-à-dire faire de la tribologie avec de l'archéologie, c'est-à-dire comment expliquer... Oui, vous faites plusieurs initiatives. J'essaie de vous faire dire des choses un peu plus concrètes. Vous voyez comme les journalistes sont pénibles. Non, mais parce que vous faites des bandes dessinées à destination des plus jeunes. Vous avez aussi sorti des plaques de chocolat, parce qu'effectivement, démouler ces plaques de chocolat, ça... Alors, pourquoi je réponds pas? Peut-être parce que pour moi, c'est naturel. C'est-à-dire ça fait partie aussi de mon métier, c'est-à-dire de diffuser l'information à tout public. Donc, diffuser l'information à tout public, c'est quoi notre démarche? C'est finalement pas être dans notre labo et attendre effectivement que soit on vienne à nous, soit que effectivement on a besoin aussi, nous aussi, d'expliquer aux jeunes, d'expliquer notre science, comment on l'a fait, etc. Et pour ça, on va faire des outils pédagogiques. Alors on a fait effectivement, moi j'ai fait une trilogie de bandes dessinées en tribologie. Et justement, on a mis en avant une fille qui s'appelle Sophie, puisque la bande dessinée, la trilogie, c'est une série qui s'appelle Comprendre la science avec Sophie. Donc la première, ça s'appelait Sophie et le secret de la table claudienne. Et en sous-titre, c'est Comprendre la science avec du chocolat. Pourquoi? Tout à l'heure, on parlait d'expérimentation, parce qu'il faut qu'il y ait de l'expérimentation avec l'explication des phénomènes scientifiques que l'on va vouloir mettre en avant. Et ça rend concret les choses. Et de la même façon, quand on va expliquer effectivement nos travaux aux journalistes, on va effectivement prendre des exemples. Ça va être un petit peu comme des expérimentations, des exemples concrets qui vont permettre d'imager effectivement les propos de nos travaux. Allez, on va prendre quelques questions dans la salle s'il y en a. Je vois une main qui se lève là, une deuxième et une troisième. Allez, on prend les 3 questions d'un coup. Les micros vont arriver jusqu'à vous. Pendant qu'ils arrivent jusqu'à vous, comment vous vous dépatouillez de cette question? Une des craintes principales et elle peut être fondée d'ailleurs, des scientifiques, c'est de dire oui, mais je n'aurai pas le final cut. C'est-à-dire je ne pourrai pas décider de ce qui est gardé de ce que j'ai dit ou pas, et mes propos pourront être soit tronqués, soit déformés. On me fera peut-être dire l'inverse de ce que j'ai dit. Donc alors qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est vrai que les scientifiques sont obligés, quand ils passent dans les médias, de faire confiance aux journalistes à qui ils ont affaire. Alors je dirais que c'est plutôt un travail amont de leur part, c'est-à-dire d'aller vérifier que le journaliste avant, dans ses autres papiers, il n'a pas raconté n'importe quoi. Ah oui, ça peut être un conseil qu'on donne. Quand on est contacté par un journaliste, allez voir ce qu'il a raconté par le passé, ce qu'il a fait. Et dans quel journal il travaille aussi. Alors, ça ne donne pas la chance au journaliste qui fait son premier papier, parce que du coup, il y a non, c'est un peu plus compliqué. Mais dans ce cas-là, si le média est un média plutôt crédible, ça aide. Ouais. Audrey? Non, je voulais dire, il faut abandonner l'idée que le scientifique aura le contrôle. Il ne l'aura pas. Ouais. Par contre, il a le contrôle sur ce qu'il dit. C'est-à-dire, il a le contrôle sur ce qu'il m'a raconté devant ma caméra. Et à partir du moment où ce qu'il a raconté devant ma caméra est juste, ça devient très compliqué d'en faire un truc bidon quand même. Mmh. Donc le conseil à donner, c'est effectivement, c'est ce que vous disiez, de dire l'essentiel et pas de raconter la petite anecdote secondaire, parce qu'après, si on garde que ça, on est déçu. Mais en fait, il ne fallait pas la raconter. Exactement. Rien ne vous force à raconter tout d'abord. Ouais. Et ensuite, ce qui est dans la caméra, c'est ça qui sera monté. Il ne peut y avoir aucune surprise en réalité. Ouais. Alors je sais que c'est un peu compliqué, qu'on peut imaginer que je peux refabriquer la phrase. Oui, évidemment que je peux refabriquer les phrases, évidemment que je peux faire ça, sauf que ça se voit tout de suite. Vous voyez bien, quand quelqu'un parle et qu'on ne le voit pas pendant qu'il parle, c'est pas très bon signe quand même. Ouais. Je veux dire, ça s'entend quand on refabrique une phrase. Donc oui, je peux le faire, mais non, je le fais pas. Enfin, évidemment que je ne vais pas le faire. Ouais.
du coup, ayez confiance en vous, en fait. C'est ce que vous dites qui est retransmis. Alors, les micros sont-ils arrivés jusqu'à vous? Oui, monsieur. Oui, je suis absolument frappé par l'analogie entre, pour un scientifique, de parler avec des journalistes et de parler avec un recruteur. Parce que le recruteur, il n'est pas plus scientifique que les journalistes. En fait, les techniques sont exactement les mêmes. Le profit diffèrent, mais le problème est exactement le même. Alors, est-ce qu'il faut voir ça comme un entretien d'embauche? C'est pas tout. Alors, vous dites que le journaliste n'est pas formé, ça dépend. Enfin, Cécile, elle est docteur en chimie quand même. Quand elle fait un truc en chimie, elle sait globalement de quoi elle parle. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais cela dit, oui, exactement comme un entretien d'embauche, il y a des codes, alors qu'ils ne sont pas exactement les mêmes, mais oui, il y a des codes. Parce que chaque milieu a ses propres codes. Et que comme à chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un, on s'adapte un petit peu à l'autre par définition. C'est aussi simple que ça. Mais moi, je vois aussi une autre analogie. Alors, peut-être pas l'entretien d'embauche avec un pur débutant, mais disons avec un senior. Si le senior il se met dans la position du quémandeur, enfin dans une position, on va dire, inférieure, et qui répond comme un bon élève aux questions du recruteur, et c'est tout, ce ne sera pas un très bon entretien de recrutement, il risque de ne pas être recruté. À partir du moment où ça devient une discussion entre deux adultes qui veulent chacun arriver au meilleur, ça marche bien. Même si les positions ne sont pas les mêmes. Mais il n'y en a pas un qui contrôle et l'autre qui ne contrôle pas. Et il faut qu'il y ait une confiance réciproque qui passe pour que ça marche. Donc assez bonne analogie. Ouais. Oui. Oui, je me demande si l'information scientifique à destination du grand public, ça doit toujours, j'ai l'impression que c'est de ça qu'on parle, consister à diffuser les résultats de la recherche la plus récente et la plus pointue. Parce que parler du boson de Higgs à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un mètre cube, je vois bien les difficultés. En 20 secondes en plus. Mais si, en lui parlant de ça, on lui dit quand même qu'il y a la matière et le rayonnement, la matière et les forces, et que les physiciens du quantique voient les deux choses comme des particules, il aura peut-être retenu quelque chose d'utile. Et le boson de Higgs, il n'aura de toute façon pas compris. Alors, moi non plus, je n'ai pas compris. Je peux dire une chose. Les mathématiciens, Villani par exemple, ou Roberto qui fait la tribologie, ils ne cherchent pas trop à expliquer ce que c'est que ce que sont leurs derniers résultats. Ils expliquent ce que sont les maths. Villani vous parle de Pythagore et de Thalès et on est très content. Est-ce qu'il ne faut pas, même si le titre de l'article doit faire référence aux derniers résultats du dernier article paru, est-ce que le gros de l'article, ça ne doit pas servir à faire passer des notions communes de la science? Très honnêtement, c'est rarement de parler de la science la plus pointue. En tout cas, en télévision, je vous parlais tout à l'heure du documentaire sur les vaches. À la fin, avec cette vache, qui pour le coup est de la science assez pointue, on a une séquence de 6 minutes. Les 44 minutes qui précèdent sont l'histoire de l'agriculture depuis l'apparition des vaches, ce qui fait un bout de temps quand même, avec des paléontologues, machin. Et puis à la fin, j'ai 6 minutes. Mais les 44 avant, c'est de la culture scientifique, en fait. Oui, mais là, si je les mets Alors, pas, moi, j'ai un point de vue assez différent de celui d'Audrey. Là, en fait, vous raisonnez plus comme un enseignant, finalement, comme si notre but était d'enseigner au public. Et notre but, c'est pas ça. Notre but, c'est de l'informer. Et qui dit informer dit une actualité en général, qui peut être une actualité scientifique, qui peut être un dernier résultat, ou qui peut être de rebondir sur une actualité qui n'est pas scientifique. Hein. Quand je travaillais à Sciences et Avenir, il y avait un politique qui avait dit il faut une voiture à 2 litres au 100. Bon, ma rédac-chef m'avait dit fais-nous un papier, comment on fait une voiture à 2 litres au 100. Donc l'actu, elle est politique, n'empêche qu'on peut dire des choses scientifiques dessus. Mais mon but, c'est de dire voilà, en ce moment, en science, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe dans les labos. Pour faire de la science plus générale sur les fondamentaux, il y a les livres, il y a éventuellement les documentaires, mais ce n'est pas le rôle de la presse écrite. Oui. Dans d'autres domaines, en politique, vous n'avez pas envie qu'on vous réexplique ce qui s'est passé sous la 4e République. Vous voulez savoir ce qui se décide aujourd'hui. En économie, vous voulez savoir comment va la société aujourd'hui. En science, c'est pareil. Ouais. Pardon, mais j'allais ajouter, mais je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que quand un événement comme la découverte des ondes gravitationnelles arrive,
heureusement que même si on n'arrive pas à tout expliquer, même si c'est très complexe, c'est une vraie révolution dans les sciences et en astronomie. On ne va pas faire un cours sur les fondamentaux de la physique et des ondes gravitationnelles sans aller jusqu'à ce qu'est cette découverte, ce qu'elle peut apporter et sur quel principe elle découvre. Mais souvenez-vous toujours que le journaliste, il est là avant tout pour informer. Il n'a pas un but de promotion de la science et il n'est pas non plus le porte-parole des scientifiques. Et ça, c'est parfois... faut qu'on le rappelle parce que ce n'est pas si évident. Allez, on a le temps pour une toute dernière question et puis après, je pense que les gens commencent à avoir faim. On ira manger. C'est là, je suis là. Je ne sais pas où vous êtes, mais oui, c'est là. Je suis au milieu. Ah ouais, très bien. Voilà, c'est une question sur un peu l'échange entre l'interviewé et le journaliste. La confiance, bien sûr, elle est là. Et je me pose la question sur le droit du regard du scientifique ou de l'ingénieur sur le produit final, sur l'article ou sur le documentaire, pour éventuellement rectifier parce que des malprécisions. Parce que l'une des craintes, justement, des scientifiques, c'est de déformer les propos. Comme vous l'avez dit, Cécile Michaud, tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord, c'est une fréquence assez présente dans certains articles. Est-ce que ce droit de regard avant publication pourrait résoudre cette question, ce problème ? Épineux sujet, le droit. Oui, c'est une question qu'on nous pose toujours en formation. Hein. Bon, du côté de la télé, c'est très clair. En télévision, c'est très clair, c'est non. Ne serait-ce que parce que techniquement, ce serait très compliqué. Ça veut dire qu'il faut que j'envoie à tous les interviewés, ce qui dans 152 minutes peut être une quinzaine de personnes, leurs extraits, qu'ils valident et que j'ai les retours et qu'ils me disent oui et que je refasse bosser tout le monde pour s'il y a des modifs et que j'ai des délais de livraison, j'ai des équipes techniques, ça va me coûter peut-être quelques jours de modifs et quelques milliers d'euros et quelques temps. Donc techniquement, ce serait de toute façon très compliqué. Mais de toute façon, moi, je maintiens sincèrement que c'est plus près du fantasme que de la réalité. Que, en tout cas en télévision, c'est très très difficile de déformer. Sur du temps long, hein, je ne parle pas du JT, hein, où les choses sont très différentes. Sur du documentaire, c'est très... Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, il existe forcément. Mais c'est très très difficile, à partir de propos clairs, vraiment clairs, de déformer, de faire dire autre chose. Quand les propos au départ ne sont pas très bons, ça c'est facile. Hein. Quand les propos au départ sont clairs, et c'est de votre responsabilité à vous en tant qu'interviewé, ça devient très difficile à déformer. Alors, plus c'est clair, plus c'est compliqué à toucher. Du côté de la presse écrite, la loi est claire, il n'y a pas d'obligation de faire relire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous accordez une interview, vous donnez le droit au journaliste d'utiliser entre guillemets ce matériau pour faire son article, et vous n'avez pas un droit de relecture. Après, il y a des usages différents, c'est-à-dire que vous pouvez, de toute façon, vous avez le droit de demander au journaliste « est-ce que je pourrais relire ?» Et le journaliste, il peut vous dire « oui, non, peut-être, etc. » Et donc, c'est une sorte de négociation. Ce qui est important, par contre, c'est que vous sachiez la règle du jeu avant d'accorder l'interview et que vous pouviez accorder ou non l'interview en fonction de si ça vous convient ou pas. Vous êtes toujours maître de dire « non, j'ai pas envie ». Alors après, moi, je peux vous donner mon usage personnel, c'est de faire relire dans certains cas, notamment les citations. Mais qui dit faire relire n'est pas faire valider. Et je précise toujours, je reste maître de la version finale. Je veux bien entendre vos demandes de correction, vos réticences. Après, j'en tiens compte ou pas. Voilà. Donc, voilà. Relire, oui. Valider, non. Est-ce que si certains scientifiques présents dans la salle se disent « tiens, après tout, pourquoi pas, j'aimerais aussi être interviewé », est-ce que vous les encouragez à vous solliciter, à vous faire des appels du pied, à vous dire « tiens, là, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, je suis prêt à en parler », ou est-ce que c'est à vous d'aller les chercher ? Moi, ça arrive qu'il y ait des chercheurs, je crois que ça arrivé une fois de Roberto, qui m'a appelé en me disant « tiens, j'ai découvert un truc ». Enfin, on travaille sur un truc, et puis je n'avais pas d'émission de science, donc je n'allais pas en parler. Enfin, je faisais de l'astronomie à ce moment-là, donc c'était très très loin quand même de la tribologie. Ouais. Mais moi, c'est exactement pareil que quand on reçoit des communiqués de presse, et on en reçoit, Dieu sait combien on en reçoit. Moi, je préfère que Roberto m'appelle en me disant « je suis sur un truc », plutôt que de recevoir le 500e communiqué de presse. Voilà, j'ai aucun souci à ce que les gens m'appellent et me proposent un truc. Après, très honnêtement, ça marche assez rarement parce que je suis en train de bosser sur les vaches, je ne vais pas d'un seul coup faire de la tribologie, quoi. Mais je suis désolée. Fais de l'usure d'une vache et puis je viendrai te voir. Mais... Non, mais les vaches, c'est fini cette histoire-là. Vous n'allez pas faire fini. Les vaches 2. C'est fini. Mais ce que je veux dire, c'est que rien n'empêche. Enfin, une relation entre journaliste et un chercheur, je maintiens que c'est une relation d'un humain à un humain, quoi. Enfin, c'est idiot à dire, mais c'est vrai, quoi. Il n'y a aucune raison de refuser les coups de téléphone des chercheurs qui vous disent tiens, est-ce que ça peut t'intéresser ? Après, j'y vais ou j'y vais pas, ça c'est de ma liberté. Bien sûr. Mais c'est tout. Moi, ça m'arrive assez rarement, mais j'ai rien contre.
Après, ma difficulté à moi, ce sera souvent plutôt de vendre le sujet au rédac-chef, parce que je suis pigiste extérieur et que c'est de plus en plus compliqué de faire passer des papiers. Donc souvent, ce sera pour lui une perte de temps quand même, parce que donc soit le sujet ne m'intéresse pas, j'essaye pas de le vendre parce que c'est un micro-sujet par exemple, mais je le retiens dans ma tête quand même. Et je retiens aussi dans ma tête que ce chercheur-là, il est intéressé à communiquer. Soit c'est un sujet qui m'intéresse, et à ce moment-là, il faut que moi je le présente de manière suffisamment attractive pour que mon rédac-chef soit intéressé. Et c'est un processus parfois un petit peu long. Alors ce qui est vrai, il faut souligner quand même, si vous avez envie d'être dans les médias, il faut savoir que c'est quelque chose qui risque de vous prendre un peu de temps, et pour des résultats parfois aléatoires. Je ne parle pas en qualité de ce qui est produit, mais parfois vous passerez du temps, puis finalement il n'y aura rien parce que c'est passé à la trappe. Roberto, la Oui, conclusion. juste pour répondre, moi j'aurais tendance à dire oui, il faut effectivement solliciter les journalistes à partir du moment où on croit en ce que l'on veut montrer, et on estime effectivement que les travaux qu'on est en train de faire, c'est des résultats qui sont pertinents, au même titre qu'un article scientifique, quand il va être rédigé, on se dit ouais, c'est génial, on va le publier, on va publier ce résultat. Ça va être exactement la même chose avec un journaliste, si on veut qu'il soit effectivement exposé aux médias. Moi, ça m'arrive souvent au niveau régional de solliciter une journaliste de France 3 Lyon. J'ai un très bon contact avec elle. Dès que j'ai une bonne info, je lui envoie un message. Elle prend pas, c'est pas grave, mais ça marche pas mal de fois, voilà. Très, très important ce qu'il souligne, n'oubliez pas la presse régionale. On pense toujours aux grands quotidiens et tout, ou à la télé. La presse régionale a une importance assez forte et serait souvent plus susceptible de parler de vos travaux que la presse nationale. Merci pour ces derniers conseils. Merci à tous les trois. C'est l'heure donc de la pause déjeuner. Ça va se passer, je crois, au même endroit que là où on a pris le café. Et on se retrouve dans 1h15 à 14h30, ici même, pour la suite des réjouissances. À tout à l'heure.